Donc j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous présenter le prochain intervenant. Je pense que c'est très important pour toute profession, et la majorité d'entre vous êtes dans le commerce, enfin, dans la profession d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est bien d'avoir un point de vue de l'extérieur. Alors, parfois, il ne faut pas que la personne soit à l'extérieur au point où elle ne comprend rien à la profession. Et donc, c'est pour ça que je pense que John Hegarty est absolument parfait pour cette intervention. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir, et il renonce à ce week-end pour venir nous voir. Il a subi l'enfer pour arriver ici depuis Gatwick. Et je pense qu'ils sont arrivés à 2 heures ce matin avec Tim. Vous savez, ou la plupart d'entre vous savent, qui est John Hegarty. Pour ceux d'entre vous qui êtes purs et qui ne connaissent rien à la publicité, quand j'ai dit à une amie dans la publicité que j'écrivais au sujet de John Hegarty, elle m'a dit, mais c'est une icône, cet homme-là, c'est mon héros. Je ne vais pas faire une présentation de type publicitaire, mais il a eu une très belle carrière. Il a créé Bartle Bogle Hegarty. C'est une société absolument d'une célébrité extrême qui est connue à travers le monde. Il a été chargé d'un très grand nombre de campagnes que vous connaissez certainement très bien. Moi, je réfléchis, il y a eu Levi's, Levi avec ce superbe mec, Vorsprung durch Technik, and a lot of other recent, et encore plusieurs campagnes plus récentes. Alors, il s'occupe d'énormément de choses, dont British Airways, par exemple. Son agence vise la qualité plutôt que la quantité. Ils ont des bureaux, cela dit, à Londres, à New York, Sao Paulo, Shanghai, à Bombay et à Singapour. Et peut-être à Moscou dans pas très longtemps. Mais ce qui donne à John un aperçu plus proche du monde du vin, et je pense que c'est vraiment juste la bonne dose. Lui et Philippa Crane, sa compagne, ont décidé d'acheter un très beau domaine dans le Languedoc, domaine des chamans, domaine de chamans, Hegarty. Et avec leur viticulteur Samuel, ils font du très bon travail là-bas. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu le vin, mais qui ne vient pas du monde du vin. Et nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Je sais qu'il a mis beaucoup d'énergie dans ce qu'il va nous dire. Je ne sais absolument pas ce qu'il va nous dire, mais j'attends avec impatience son intervention. J'espère que ça vous plaira. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Et merci pour cette présentation absolument géniale. Un des inconvénients de venir ici après le déjeuner, et je pense que je suis le seul qui n'a pas bu d'alcool pendant l'heure du déjeuner, alors soit vous allez beaucoup aimer ce que je vais dire, soit vous allez me huer dans pas longtemps, on va voir. Je vais commencer ici. Alors, en fait, on m'a demandé de regarder la profession du vin de l'extérieur, et moi j'ai ajouté perdre le mystère, renforcer la magie. Et j'espère pouvoir vous dire des choses qui vont un peu vous provoquer, peut-être vous ne serez pas tous d'accord, mais c'est justement l'objectif, c'est de commencer un débat, de remettre en question peut-être certaines idées et d'ouvrir nos esprits peut-être à des évolutions. Mais on m'a demandé de regarder la profession de l'extérieur, donc je pensais que je pourrais nous rappeler un peu à tous ce qui se passe dans ce monde extérieur. Il y a eu un certain nombre de forces qui ont modifié fondamentalement la façon dont nous considérons les consommateurs. Alors, voilà la première chose que je voulais vous dire. Il faut arrêter de parler de ces gens
en tant que consommateurs, et il faut plutôt les voir en tant que public. Et je vais revenir à cette idée un peu plus tard dans mon intervention. Mais à partir de maintenant, moi, je vais parler des gens qui achètent le vin, non pas en tant que consommateurs, mais en tant que public. Alors, les deux forces motrices qui ont vraiment changé quasiment tous les marchés sont la mondialisation et la technologie numérique. Alors, ces deux forces sont liées et elles ont eu un effet profond sur la façon dont nous considérons les marchés et la façon dont les marchés fonctionnent aujourd'hui. Et on peut dire également que le monde que nous considérons aujourd'hui est un monde plus transparent, un monde plus ouvert, un monde plus exigeant. Et il est à la fois plus accessible et moins accessible. Il est moins accessible parce que c'est très facile, voilà, de dire off, on éteint l'interrupteur, mais il est plus accessible parce que si on a le bon message et si on peut engager le public d'une façon stimulante et de façon intéressante, on a toutes les chances de réussir. Donc nous voyons une sorte de polarisation ici. Les gens qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas le bon message, eh bien là, c'est très mauvais pour eux. Mais par contre, les gens qui ont le bon message, ça marche très bien. Donc il y a vraiment un côté bipolaire de deux pôles opposés. Et une des choses dont nous parlons beaucoup chez nous, à BBH, on dit souvent que les murs sont tombés. L'information, le savoir, le pouvoir sont maintenant de plus en plus dans les mains de votre public. Alors, ce qui était auparavant la chasse gardée des grandes organisations, c'est vraiment démocratisé maintenant. Alors, je ne veux pas en faire trop en disant ça, mais on pourrait dire que le pouvoir a toujours été entre les mains du public consommateur. Parce qu'après tout, c'était leur argent, hein, dans leur poche. Et nous tous, nous essayons de leur arracher cet argent de leur poche. Et en fait, ça me fait toujours rire, ça. Cette phrase, le consommateur est roi, j'entends toujours les gens dire ça. On me le dit très souvent, à BBH, mon agence. Le fabricant dit, oui, le consommateur est roi, John, il faut s'en souvenir. Ben oui, moi je leur dis, oui, le consommateur est roi. Cette phrase est une phrase qui a été inventée, acceptée dans la langue anglaise, donc The Consumer is King, en 1910. Donc rien n'est nouveau, en fait. Donc aujourd'hui, on parle de pouvoir des consommateurs, mais ce n'est pas aussi nouveau qu'on pourrait vouloir nous le faire croire. Et si vous n'y croyez pas, eh bien, parlez à n'importe qui fait de la vente au détail. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous le font. Et ça peut être un processus qui n'est vraiment pas évident. Mais de plus en plus, ce pouvoir est aligné avec le pouvoir de la connaissance et de l'accès à l'information. Et tout ça, ça donne corps à ces connaissances. Donc, il y a une croissance des connaissances. Alors, les médias, comme vous le savez, maintenant, il y a une mondialisation des médias. Et ça veut dire que ça permet aux marques de faire la même chose. Les informations sont très facilement accessibles et les influences sont démocratisées. Les marchés, les marques traversent les frontières. Il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus d'innovation et de plus en plus d'opportunités. Et le public est exposé à des idées, à des produits, à des goûts, et vraiment d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Et ce symposium est un exemple de cela. Donc ça veut dire que les attentes, en fait, sont plus exigeantes, et la compétition, la concurrence est de plus en plus dure. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est malheureux, mais ça nous a forcés à baisser les prix, et quasiment dans toutes les professions, dans toutes les industries. Moi, je dirais d'une certaine façon que c'est une époque effrayante, mais à la fois très, très excitante pour nous et pour tous ceux qui sont dans n'importe quelle industrie de consommation. Parce que la technologie a toujours libéré la pensée, la connaissance. Mais aujourd'hui, ça enlève aux grandes entreprises, aux grandes structures
ça enlève ce pouvoir et ça place ce pouvoir entre les mains du peuple. Et jusqu'à récemment, les marchés étaient dominés par des entreprises, des sociétés très riches, des grandes sociétés qui pouvaient se permettre l'accès aux médias. Ça coûtait très cher d'acheter de la publicité. C'était très difficile de contrôler les relations publiques. Le coût d'entrée était vraiment prohibitif. Et ça voulait dire que le contrôle était entre les mains des institutions puissantes et riches. Comme je l'ai dit, bien sûr, tout cela était... il y avait beaucoup d'argent derrière, si vous voulez. Mais maintenant, ça a changé et c'est encore en train de changer. La communication n'est plus le club des hommes riches. C'est tous ceux qui sont innovateurs, inventifs, tous ceux qui ont du courage, qui sont audacieux. Eux peuvent y accéder aussi. Donc, innovation, invention, audace. Et on pourrait également dire, et c'est quelque chose qu'on dit très souvent chez nous à BBH, que les grandes organisations, les grandes entreprises sont presque désavantagées dans ce contexte parce que c'est pas vraiment leur fort d'être très ouverts. Ceux qui ont pu voir BP, British Petroleum, peuvent tout à fait comprendre cet aspect-là. Et maintenant, je voudrais vous montrer deux changements, deux évolutions. Et voilà comment l'influence des marques, voilà, dans le vieux monde, ce que je peux vous décrire. Alors, c'était un peu comme ça. Donc, on avait des prescripteurs. Les prescripteurs, après, il y avait des acheteurs précoces. Et plus tard, ça devenait un marché de masse. Et voilà comment l'influence arrivait dans une chaîne plus formelle, du haut vers le bas. Mais ça a changé aujourd'hui. Et ça marche comme ceci. Parce que les marchés de masse ont été démocratisés par la technologie et l'influence s'est ouverte. Et donc la rue a tout autant d'influence que ceux qui sont censés influencer, les prescripteurs. C'est pas juste du bas vers le haut, c'est aussi du haut vers le bas, pardon, c'est aussi du bas vers le haut. Donc si on réfléchit par exemple à une marque de mode, la marque de mode, elle regarde vers le haut, mais elle regarde aussi vers le bas. Je pense que vous connaissez sans doute Zara, la marque espagnole. Cette marque a eu un grand succès. Ils ont bien sûr regardé les défilés de mode pour s'inspirer, mais ils ont aussi regardé la rue pour y trouver une inspiration. Si vous voulez être une marque cool aujourd'hui, si on est dans la mode, bien sûr, on peut aller au défilé de mode. Mais on va regarder un peu les styles dans la rue, on va regarder les rues des villes qui sont à la pointe du changement. Mais il y a un autre phénomène qui se produit aujourd'hui, et ça s'appelle « ne sois pas pris en terrain neutre ou dans le terrain de compromis ». Donc c'est la façon de voir aussi bien le haut de gamme, la valeur. Et là, il y a une valeur, il y a une vue un peu conventionnelle du marché. Avant, on avait le luxe. Il y avait le luxe. Le luxe et le haut de gamme, c'était après un marché du milieu et après, c'était un marché de valeur. Donc si on regardait la pyramide des consommateurs, on cartographiait un peu la place de son produit sur ce marché. Mais le seul problème aujourd'hui, c'est que cette pyramide s'est disloquée en quelque sorte. Et de plus en plus, il n'y a plus de zone neutre au milieu. L'innovation et le style accélèrent la séparation, quel que soit le marché. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être ce produit. Il y a M. Dyson a inventé l'aspirateur sans sac. Il a fait un style pour rendre un côté dramatique à cette innovation et il demande 100 € de plus pour ce produit que ses concurrents. Alors le marché ensuite se sépare entre ce produit innovateur, ce dernier produit, et le produit de valeur acceptable en bas. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que le marché, il n'y a plus tellement de milieu dans le marché. Donc surtout, ne vous faites pas prendre au milieu. Nous avons déjà parlé des compagnies aériennes et de ce qui s'est passé dans ce secteur. Et c'est un très bon exemple. On voit le développement de marques vraiment très haut de gamme, du Moyen-Orient notamment, qui font du superbe boulot. Et on regarde des marques bas de gamme du type Ryanair et ce type de marché. Et si on est au milieu de tout ça,
on est vraiment dans une situation très difficile. Parce que la vie n'est pas simple, vous savez. Il y a un grand nombre de paradoxes. Le pouvoir vraiment est passé au public. Mais il y a aussi un danger parce qu'il y a une grande confusion au sein de ce public. Donc, alors, ils ont le contrôle parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais il y a un tel choix, il y a une profusion de choix. Donc même avec toute cette connaissance, le public est souvent perdu. Alvin Toffler, dans son œuvre majeure qui a fait école, qui s'appelait Future Shock, il a prédit que l'abondance de choix engendrait la confusion chez le consommateur. Et ça mènerait au bout du compte à un isolement et ça forcerait le consommateur à rejeter le marché. Et à l'époque, ce n'était pas une théorie déraisonnable. En fait, aujourd'hui, les gens parlent toujours de la paralysie du choix, le choix qui engendre la paralysie. Aujourd'hui, 25 ans après la date où il a dit ça, les gens parlent toujours de cette paralysie de choix, ça se comprend. Alors, juste pour vous raconter une petite histoire, et ça me fait toujours sourire, ça, je l'ai vu l'autre jour. Donc vous décidez que vous allez repeindre votre appartement et ça sera en blanc. Donc vous vous dites, bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ah bon, il n'y a rien de compliqué, si, il y a du compliqué. Et voici un nuancier qu'on pourrait regarder si on voulait repeindre son appartement en blanc. Et ça, c'est véridique, c'est un nuancier de la marque Dulux. Donc, quel blanc on choisit là-dedans? Comment on a le conseil? Qui sait? Lequel faut-il choisir? Ai-je choisi le mauvais blanc? Mais bien sûr, ce que Toffler n'avait pas prédit, c'est la fragmentation des auditoires, du public et leurs désirs. Et comment cette fragmentation pourrait être les moteurs du choix et bien sûr, il n'a pas prédit non plus l'invention d'Internet. Et Internet a vraiment modifié l'équilibre des pouvoirs et a fait basculer ce pouvoir en faveur du public. Et Toffler parlait également des gens de façon constante en tant que consommateurs. Donc je reviens de ce que j'ai dit au début, les consommateurs et le public. Si on parle du public qui achète, si on dit que c'est un auditoire, un public, ben là on commence à modifier les règles d'engagement. Parce qu'il faut, avec un public, il faut le divertir, ce public. Le public interagit, il peut être enthousiaste, ils peuvent développer un enthousiasme. Alors que le terme consommateur implique une relation du haut vers le bas, d'asservissement, qui est contrôlée par le producteur. Donc c'est une relation qui manque d'énergie, qui manque d'ambition, qui manque de confiance. C'est une relation du passé, je dirais, et non pas de l'avenir. Et dans ce nouveau paysage, la confiance est extrêmement importante. Et c'est pour cette raison-là que les marques sont si importantes. Et c'est pour ça que nous avons vu l'explosion des marques. Alors maintenant, je sais que le mot « marque » dans le monde du vin, c'est quasiment le blasphème. Et je vais peut-être être frappé là tout de suite pour avoir osé dire ce mot. Mais c'est pas sûr que ce soit forcément juste, parce qu'en fait, les marques, si je peux vous l'expliquer, les marques ont été créées uniquement parce que notre société est devenue plus mobile et on ne pouvait plus acheter des choses comme la nourriture, nos vêtements. Nous ne pouvons plus acheter à nos voisins puisque nous étions plus mobiles. Donc on a commencé à acheter à des gens que nous ne connaissions pas. Donc comment pouvait-on faire confiance à ces étrangers? Comment on pouvait leur faire confiance pour nous vendre des produits fiables? Et comment on pouvait faire confiance à ces produits pour faire ce que les producteurs disaient qu'ils allaient faire? Donc c'est pour cela que nous avons créé des marques. Et la fonction de ces marques, c'est d'inspirer la confiance et qu'on ait confiance en ces produits. Et c'est pour cela que nous sommes prêts à payer une prime en quelque sorte pour avoir ces marques. Et c'est vraiment aussi simple que cela. Et bien sûr, après, ces marques ne représentaient pas seulement la confiance, mais c'était également des signes d'acceptabilité, des signes extérieurs de statut social et de réussite.
Alors, une des meilleures définitions modernes d'une marque que je connaisse, c'est celle-ci. On va enlever du luxe là, parce que maintenant, ça a engendré la confusion parmi vous tous. Alors, une marque, c'est vraiment l'immobilier le plus précieux du monde. C'est le coin de l'esprit de quelqu'un, le coin du cerveau de quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui définit très bien ce qu'est une marque. Mais bien sûr, il y a des gens qui se méfient toujours de ce mot « marque ». « Oh, c'est un mot horrible, il fait peur. Il faut s'enfuir. » Donc, je vais essayer de calmer ces peurs. Si je modifie le mot brand et que je mets marque, pardon, et que je mets réputation à la place, peut-être que ce mot-là serait plus acceptable. Alors la question là, c'est qui ne voudrait pas d'une bonne réputation? Une réputation respectée, dont les gens parlent, en qui les gens ont confiance. Je pense que tout le monde veut cela. Et il y a une autre chose qu'une marque offre dans ce monde très complexe, multi-choix. Et c'est un autre point. Ça veut dire que le processus décisionnel est rendu plus facile. Et dans un monde de surabondance et de paralysie de choix, c'est absolument essentiel cet aspect-là. Nous appelons ça le pouvoir de la renommée. La renommée n'aide pas seulement à la prise de décision en ces temps difficiles, mais ça aide à résister aussi à la pression concurrentielle. Ça ajoute une valeur à un produit et ça aide à établir des prix. Alors, il ne faut pas quand même confondre la célébrité et la renommée. Le dictionnaire définit le mot anglais « fame ». Oui, la définition. On craint toujours ce genre de moment, on va appuyer encore une fois. Ah voilà, ah voilà. Un fame, la renommée, voilà, c'est une renommée publique, une grande estime. Je pense que dans le monde de vin, ce point est bien compris. C'est bien de le dire ici parce que les grands crus de Bordeaux comprennent très bien ce point-là. Leur capacité à prendre des prix très élevés pour leurs produits dépend de leur renommée. Et ça, c'est créé par la rareté, par la qualité, et dans le cas des grands crus de Bordeaux, l'histoire. Bon, ça va très bien pour les propriétaires de grands crus. Ça fait 100 ans ou plus qu'ils établissent leur réputation. Mais pour tous les autres, la question, comment on fait, nous, pour compenser le fait que nous, on n'a pas cette centaine d'années d'histoire? Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on réfléchisse et on prenne tout ce qu'on a dit, qu'on applique au monde du vin. Et là encore, je vais faire quelques commentaires en tant que représentant du monde extérieur, puis c'est ce qu'on m'a demandé de faire. L'industrie du vin, la profession, est certainement le marché, et vous avez dû l'entendre déjà, hein, c'est le marché le plus fragmenté certainement que j'ai jamais vu. C'est un marché qui est fragmenté, qui prête à confusion, qui a un côté impénétrable. D'autres marchés, que ce soit l'automobile, la nourriture, la mode, on peut avoir une douzaine de concurrents, par exemple. Levi, une des marques de mode avec lesquelles j'ai déjà travaillé, comme Jancis vous l'a dit, ils ont environ 8 concurrents principaux. Audi, une autre marque pour laquelle je travaille, ils ont environ 6 concurrents. Et en fait, il y a une grande similitude entre toutes ces marques, quoi qu'on en dise, qu'on vende des savons, des chocolats, des voitures. En fait, ça se ressemble pas mal. Mais la profession du vin, et vous n'avez pas besoin que ce soit moi qui vous le dise, vraiment, c'est sans limite. Je pense que j'ai raison de dire qu'il doit y avoir quelque chose comme 50 000 vignobles ici en France. Mais c'est peut-être quelque chose comme ça, hein, je ne suis pas sûre du chiffre exact. Et tous sont potentiellement des concurrents. Et ça, c'est juste la France. Donc pour caractériser l'industrie du vin en la décrivant comme étant fragmentée, ce serait même un doux euphémisme. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça peut faire? On peut dire, bon, bah, après tout, celui qui boit le vin, il a un choix fabuleux. C'est vrai, il a un choix fabuleux. Super. On a raison de dire que ça fait partie de la réussite, du succès du vin, c'est sa diversité. Mais il y a un dicton dans les affaires qui est la complexité détruit la rentabilité. Et sur ce marché, ça fait encore plus que cela.
la complexité est en train pose une entrave à l'adoption du produit. Parce qu'il faut y réfléchir, parce que les marchés s'agrandissent, ils croissent, et le produit qui est vendu est adopté par le public, il est approuvé par le public et il est facile d'accès. Mais si le produit n'est pas facilement compris, s'il n'est pas accessible, il enlève le pouvoir du producteur et il met le pouvoir dans la main du détaillant. Et le détaillant, lui, il simplifie la décision d'achat et ensuite devient le partenaire de confiance, qui en fait est à ce moment-là propriétaire de la relation et qui dicte ses termes au producteur. Alors, ça va sans dire, le vin a l'approbation du public, sans problème là-dessus, mais le côté accessible du vin n'est pas acquis. Et ça réduit la croissance. Et ne sous-estimez jamais les lacunes du public en termes de connaissances et leurs lacunes en capacité d'acquérir ces connaissances. On a toujours dit, avoir l'air sot ou idiot, c'est pas une solution en vente. Nous avons toujours vu ce moment, peut-être nous avons tous connu ce moment où quelqu'un passe la liste des vins, tout le monde passe, on passe de l'un à l'autre comme une patate chaude jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui connaisse le vin. Bon, c'est normalement quelqu'un qui serait assis ici aujourd'hui, qui serait la personne au dîner qui connaît le produit. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la peur. Et en tant qu'industrie, vous avez en fait encouragé cette peur. Je me souviens, à la fin des années 70, je travaillais pour essayer de promouvoir le café frais par rapport au fraîchement moulu, par rapport au café instantané. Et quand nous avons fait toute la recherche là-dessus, parmi les gens qui allaient servir le café, la femme au foyer, la peur de se tromper, et c'était une peur palpable quasiment, c'était très étrange. On a envie de dire, mais merde, c'est qu'une tasse de café, mettez de l'eau chaude et puis c'est tout. Les gens avaient peur. Et c'est pas avant l'arrivée de cette machine, en fait ça c'est une version moderne de la machine en question, c'est pas avant l'arrivée de cette machine au début des années 80 que les ventes de café ont vraiment décollé, parce que ça a enlevé la peur. On mesurait le café, on mettait de l'eau chaude de l'autre côté, on appuyait sur le bouton et voilà, tout était fait. Mais c'est un marché qui fait presque de son mieux pour engendrer la confusion chez le consommateur. Alors ça aussi c'est vrai beaucoup plus dans le vieux monde que dans le nouveau monde. On pourrait dire qu'en fait qu'une partie de la réussite des vins du nouveau monde, c'est pas seulement une question de qualité, mais c'est une question d'accessibilité. Dans une certaine mesure, les vins des nouveaux mondes ont démocratisé le côté séducteur du vin. Et maintenant, je veux parler de ce que je voulais vous dire au départ, c'est-à-dire perdons le mystère, mais gardons la magie. Quand j'ai récemment suggéré à un acheteur en vin que les étiquettes de vin du vieux monde engendraient la confusion, qu'il fallait les simplifier parce qu'on n'avait pas d'informations utiles dessus, lui, sa réaction était vraiment ce dédain du vieux monde en disant « Mais non, il faut conserver le mystère est important. » Moi, j'ai dit « Mais non, pas du tout. » Le mystère, ça garde les gens éloignés et en fait, ça réduit les chances d'inclure les gens. Alors moi, j'ai dit, il vaut mieux renforcer la magie, mais perdre le mystère. Moi, je pense que cette profession a totalement confondu le mystère et la magie en pensant qu'il s'agit de la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Nous comprenons tous la magie du vin. C'est un produit qui fait d'un repas ornidaire une occasion, qui facilite la conversation, qui embellit les amitiés. De façon magique, le fruit devient liquide, qui engage, qui renforce, qui célèbre notre côté ingénieux et les cadeaux de la nature. Alors ça transforme nos paysages, ça nous civilise comme quasiment aucun autre produit. La réussite du vin en tant que catégorie de produit ne peut pas être mise en question. Le désir de comprendre et de faire des expériences est quasiment sans limite. Si on regarde Amazon et on regarde le nombre de livres qui parlent du vin qu'on peut acheter, c'est fabuleux. Mais je pense que c'est un processus par réaction. Ce n'est pas l'industrie du vin qui elle-même a une démarche proactive et c'est limité à un groupe élite
d'acheteurs. La majorité des buveurs de vin se sentent, je pense, exclus des échelons les plus élevés du marché. Et comme je le dis, l'accès, c'est la clé pour l'expansion d'un marché. Mais la question pour l'industrie du vin, c'est comment faire pour démystifier cette décision d'achat et comment il faut faire pour accompagner la compréhension. Alors, c'est peut-être très facile à dire, mais bon, une étiquette, c'est votre première présentation d'un produit. C'est une étape vitale pour adopter ce produit. Je ne parle pas seulement du côté attractif, je parle de l'information. Bien sûr, c'est toujours important de se souvenir que toute information passe par le cœur. Ça, c'est très important de le comprendre. Nous réagissons aux informations à un niveau émotionnel. Mais l'information est la clé de l'ouverture d'un marché. Il faut se demander, est-ce que votre étiquette donne des informations qui aident le consommateur, qui lui donnent des connaissances? Est-ce qu'il y a le cépage? Est-ce que c'est vendange manuelle? Est-ce que c'est irrigation naturelle? Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est biodynamique? Avec quoi on peut boire ce vin? Quel mets? Et quand est-ce qu'il faut le boire? Est-ce que je trouve ces informations sur le vin? Non, souvent non. Et beaucoup de consommateurs vous diront, donnez-moi ces informations, s'il vous plaît, ça m'aide à prendre ma décision. Parce que les étiquettes des produits sont des portes vers la connaissance, vers l'essai, vers l'expérience. Mais 99% des propriétés n'ont pas des ressources illimitées à leur disposition pour communiquer. Et c'est là, je pense, que la technologie va voler à votre secours. Les réseaux sociaux, les blogs, Twitter, ça a ouvert vraiment plein d'opportunités pour que les gens qui ont essayé votre produit deviennent ces plus grands apôtres. Mais seulement si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et je ne veux pas, encore une fois, entendre « je suis passionné concernant le vin, c'est pour ça que je fais le vin. Moi, si ça continue, je vais gerber. » Plus ça. Nous savons que vous êtes passionné, nous savons que vous avez une passion pour le vin, mais qu'est-ce qui est différent chez vous? Twitter, blog, Facebook, tout ça c'est magnifique. Mais seulement si vous attirez, si vous engagez votre public d'une façon intéressante, d'une façon stimulante. Alors, où est-ce que tout cela nous laisse? Bon, j'ai l'impression que tout le monde est dans un état de perplexité. Donc, je vais juste reprendre. Nous sommes sur un marché fragmenté. Nous avons un public qui est dans un état de confusion. Nous avons une industrie qui est en crise. En fait, ce sont les importateurs, les détaillants qui nous dictent leurs lois. Et en plus, les bénéfices sont en baisse. Bon, tout le monde peut partir maintenant, si vous voulez. Hein. On n'a qu'à y aller et on va faire autre chose, du coup. Non, mais je dirais que nous sommes une industrie qui a perdu le contrôle du débat. Nous avons été malmenés par les détaillants concernant les fournitures, concernant les réglementations sans cesse plus complexes des États. Et les forces du marché vont naturellement corriger une partie de cela. Mais malheureusement, un certain nombre de producteurs vont faire faillite, malheureusement. Mais alors, on dit de façon conventionnelle qu'en fait, il faut baisser la production pour l'adapter à la consommation. Ça, c'est un point de vue conventionnel. Moi, comme vous avez pu le voir, vous pouvez voir de ce que je porte, moi, je ne suis pas pour le point de vue conventionnel. Ce que je dis, c'est que nous pourrions faire grandir le marché. Et si on pouvait le rendre plus dynamique. Comment est-ce qu'on le fait? Je pense que quelqu'un qui regarde les données de la consommation du vin verrait bien qu'il y a beaucoup de marge pour obtenir de la croissance. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas regarder la contraction du marché. On peut vraiment envisager une expansion du marché. Mais comment faut-il faire? Comme je l'ai déjà dit, l'innovation, la différenciation, la qualité et l'accès. Ce sont les choses qui font grandir les marchés. Et un autre point qu'il faut retenir par rapport à la différenciation, c'est que la différenciation, ça vous donne l'engagement, ça vous donne le contact et c'est ça qui apporte un plus. On a accès aujourd'hui à un public qui était inaccessible il y a 10 ans. Les technologies numériques ont ouvert des possibilités. Ceux qui lisent le blog de Jancy, ceux qui ont vu Gary Vaynerchuk comprennent bien.
l'industrie du vin doit échanger avec un public plus jeune. Et c'est ça l'attrait de la technologie. Et si on ne peut pas attirer ce public plus jeune, on sera en déclin. Et dans tout marché, je pense qu'on investit dans son avenir. Alors, quand quelqu'un vous parle du marché grisonnant, des marchés des seniors, oubliez-le. Il faut investir dans la jeunesse. C'est la jeunesse, l'avenir. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et la technologie est là pour aider les producteurs, leur permettre d'avoir une relation plus intime avec leur public. Et je vais vous montrer un exemple. C'est une démonstration d'une technologie pour les années qui viennent, là, de la conférence TED. Et bon, ça dure juste 5 minutes. Ils vont cliquer là-bas et je sais pas, les conférences TED, c'est une conférence sur les technologies, sur ce qui s'y passe dans le monde, et je pense que ça a été enregistré début de l'année dernière. S'ils veulent passer le vidéo, ça va passer, ne vous inquiétez pas. Alors, on a la question de savoir si on peut développer un 6e sens qui nous donnerait un accès facile aux méta-informations qui peut être pertinente pour nous aider à prendre la bonne décision à tel ou tel moment. Bon, vous allez me dire peut-être, bon, est-ce que le téléphone mobile ne peut pas le faire? Je vous dirais que non. Quand on rencontre ici quelqu'un à la conférence TED, qui est vraiment le lieu essentiel dans notre domaine, on ne lui serre pas la main pour voir, et ensuite on prend le téléphone mobile pour voir, pour saisir son nom dans Google, pour voir qui il est. Ou si on va au supermarché, qu'on est là, entouré de tous ces papiers toilettes, on ne prend pas le téléphone mobile pour aller naviguer sur un site Internet pour essayer de décider lequel de ces papiers toilettes est le plus écologique à acheter. Alors, on n'a pas, en fait, cet accès facile à ces informations qui peuvent nous aider à prendre des décisions optimales dans toutes nos actions. Alors, mon groupe de recherche au laboratoire Média est en train de développer une série d'inventions qui nous donnent l'accès à ces informations de façon facile, sans demander à l'utilisateur de changer ses comportements. Et je suis ici pour vous dévoiler notre tout dernier effort. Bon, c'est toujours un travail en cours. Je suis en train de porter cet appareil en ce moment même. Et on l'a fait avec des composants qui sont disponibles dans le commerce, coût de $350 au prix actuel. J'ai une caméra ici, webcam tout simple, un système de projection avec un miroir qui communique avec mon téléphone portable dans ma poche qui sert de calculateur. Et ici, sur la vidéo, on voit mon étudiant, qui est le génie qui a développé ce dispositif. Et on voit comment le système lui permet de s'approcher de toute surface et d'utiliser ses mains pour interagir avec les informations qui sont projetées devant lui. Le système suit les 4 doigts les plus significatifs. Il porte des petits indicateurs là sur les doigts, mais bon, ça pourrait être aussi, on pourrait tout simplement mettre de la couleur sur les ongles. La caméra suit les 4 doigts et reconnaît tous les gestes qu'il fait, et comme ça, s'il veut, il peut prendre une carte de Long Beach, il peut faire un zoom. Le système peut reconnaître aussi des gestes, icônes, un geste pour prendre une photo, et quand il revient au laboratoire, il peut s'approcher de n'importe quel mur, projeter les images, les photos qu'il a prises, peut les trier, les organiser, modifier la taille, tout ça avec des gestes parfaitement naturels.
Ah bon, je pense que certains d'entre vous, vous étiez là il y a 2 ans, vous avez vu la démonstration qui a été faite par Jeff et d'autres, et bon, et vous dites que c'est un peu la même chose que ce qu'a présenté Microsoft il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, on a interagi à travers des gestes naturels, mais la différence ici, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle surface, on peut s'approcher. Ça peut être la main, tout simplement, si vous n'avez pas autre chose de disponible. Et on peut interagir avec les données. C'est tout à fait, c'est entièrement, intégralement portable, mobile. Alors, je pense que si je voulais vous faire regarder ce vidéo, c'est vraiment incroyable ce qui va arriver. On va pouvoir s'approcher d'une étiquette, d'une bouteille et obtenir des informations de suite. Ça va être incroyable. Mais il y a un autre aspect de la technologie. L'introduction de la technologie est toujours surestimée dans le court terme et sous-estimée à long terme. Les gens disent toujours de suite que ça va tout transformer. Ça ne le fait pas tout à fait, mais à long terme, il y a des effets profonds et je pense que si on avait, avec beaucoup d'inventions, essayé de prédire exactement les impacts de telle ou telle invention, on n'aurait pas pu prévoir exactement ce que ça aurait donné. Mais je pense que l'industrie doit faire beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faut faire grandir notre marché. Le vin aussi a besoin d'une idée forte, une idée qui engage avec les gens. Au cours de ces 20 dernières années, on a vu de telles évolutions dans différentes catégories de produits. Le jus d'orange, le OJ, comme le disent les Américains, est devenu synonyme avec un début de journée sain. Aucun petit déjeuner ne pouvait se faire sans jus d'orange. C'est vraiment le début idéal de la journée et le produit en a été transformé. Le café également a été transformé en tant que produit en se concentrant sur la qualité et l'innovation. Starbucks et toutes les autres marques autour du monde ont transformé notre appréciation de ce produit à travers la qualité, l'innovation et l'accès. Aujourd'hui, le café représente d'une certaine façon la convivialité. Le Coca-Cola s'est établi en tant que marque mondiale en associant le nom avec le plaisir. Et aussi, c'est une question c'est vraiment la notion de rafraîchissement qui a été imposée avec une communication marketing qui a transformé ce liquide marronâtre sucré en icône. Mais on dépasse le rafraîchissement et on s'approche d'une notion de bonheur en dépassant toutes les autres boissons. Dans notre secteur, le champagne est devenu phénomène mondial en s'associant avec le plaisir de la fête, de la festivité. Le champagne a établi une marque mondiale sur la base d'un produit d'une seule région, avec la création, l'innovation, et c'est devenu un objectif pour les gens et une raison d'achat. C'était un marché fragmenté. Dans le vin, il n'y a pas de force motrice qui détermine les achats. Alors, comment faut-il faire? C'est qui va faire ce changement dans ce secteur? Comment on va faire grandir ce marché? On a des milliers de marques, des milliers de produits différents. Et je n'ai pas la réponse, mais d'autres ont déjà su le faire. Et il me semble que la majorité du vin est consommé en Europe, produit en Europe, et ce sont les Européens qui doivent ouvrir la voie, qui doivent mener. Et pas, je dois le dire, la Commission européenne. Si on veut faire rire les gens, il suffit de dire les mots Commission européenne et ça marche toujours.
Je pense que si on veut voir comment rendre le marché complètement incompréhensible, regardez les dernières réglementations sur l'étiquetage. Il suffit de lire leurs dernières règles qui ont été écrites, il faut le dire, du point de vue du producteur et non pas du public. Je crois profondément que l'industrie, si l'industrie ne mène pas, n'ouvre pas la voie, ce sont les forces du marché qui vont en décider. Et ces forces du marché vont faire baisser les prix et vont étouffer l'innovation avec le lobby anti-alcool et la réglementation gouvernementale. Il faut vraiment qu'on s'écarte, qu'on se différencie de la catégorie générale des boissons normales. Le vin doit se différencier. Vraiment, pour la qualité, pour le plaisir, ce sont des notions qui doivent permettre au vin de jouer un rôle plus important dans notre vin. C'est un luxe, mais qui a un but. Si on peut mettre en scène ce but avec une communication forte, alors je pense qu'on peut transformer et obtenir la croissance. Alors, comment établir des marques de vin qui fassent qu'on garde cette magie et qu'on puisse augmenter les ventes? Comment occuper ce terrain dans l'esprit du public? Il faut décider où se trouve ce coin, ce terrain qu'on veut occuper. Alors, ma tentative d'identification d'un positionnement, souvenez-vous, on comprend la fonction du vin. On comprend la fonction du vin. Ce qu'il faut déterminer, c'est l'objet, l'objectif, le but du vin. On a la fonction, on a le but. Qu'est-ce que c'est qui élève le vin au-dessus du fonctionnel pour en faire un produit recherché? On comprend la fonction du Coca-Cola, c'est pour plus avoir soif, pour se rafraîchir, mais le Coca en tant que marque a largement dépassé ce but pour devenir icône et pour se définir en tant que bonheur. Ah, là, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Le Coca a su se définir comme étant le bonheur. Et il me semble que le vin a vraiment une place très particulière dans nos cœurs. Le cognac, c'est après le dîner. Le vodka, c'est pour les fêtes. Le vin, c'est pour accompagner les plats, les repas, tout en améliorant ces moments. Mais le danger, c'est de s'associer exclusivement avec les aliments. Si on le fait, on se limite à une autre catégorie, on devient un accessoire secondaire par rapport à autre chose, et c'est le marché ensuite qui va imposer la loi. Le vin contribue à améliorer les arômes des aliments, mais c'est aussi, ça ajoute du saveur à notre vie, à nos amitiés, à notre... Je pense que le vin, c'est vraiment beaucoup plus que ce saveur. C'est vraiment important, bien évidemment, d'étudier ces saveurs et ce goût, mais il faut voir comment les vins et les différents types de vins ont une influence sur notre vie, sur nos souvenirs, sur nos conversations et la façon dont ils contribuent à améliorer notre expérience. Et c'est ça qui peut renforcer la valeur du vin. Bien évidemment, il faut encourager la responsabilité, faire en sorte que le public consomme moins mais mieux. La qualité contribue, améliore notre vie dans tous les domaines, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le vin. La question, bien évidemment, c'est de voir comment on fait ceci dans un marché fragmenté. Alors bon, là, on dépasse les frontières de mon discours aujourd'hui, mais il faut prendre le contrôle de son marché si on veut le façonner et éviter que ce soit les autorités, le gouvernement, l'Union européenne qui le façonnent. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, je peux le concevoir, mais si ce produit fragmenté ne peut pas mettre au point une stratégie de communication qui soit pertinente pour le XXIe siècle, ce seront toujours les forces du marché qui imposent leurs lois et
toute croissance sera nécessairement limitée. Et comme je l'ai déjà dit, quels que soient tous les problèmes d'habillage, de présentation, le vin a eu des succès et je pense que c'est peut-être malgré les efforts du marché du vin pour suivre les aspirations du marché. Il ne faut jamais oublier que le vin offre une souplesse incomparable. On a modifié la façon dont les gens consomment les boissons. Le vin, vraiment, a su relever le défi des autres catégories de boissons alcoolisées qui ont perdu leur rôle traditionnel alors que le vin a su se maintenir. De ce point de vue, la souplesse, la flexibilité du vin, c'est un atout, mais ce qui fait peur à vos concurrents et dans d'autres produits, et je travaille avec eux, c'est votre popularité à toutes les occasions, à tous les moments de la vie. Et que ce soit pour la détente, pour se faire plaisir, vraiment, le vin a une flexibilité inégalée qui offre un potentiel énorme de croissance. Le danger en s'associant avec une seule motivation ou un seul moment, c'est que ça limite vraiment le potentiel pour le vin. Il faut faire attention à cette association avec les plats. Mais dans tous les moments, il ne faut pas que le vin devienne quelque chose de passif, de passe-partout, qui perde la magie. Il faut mettre en scène les qualités magiques du vin. C'est le vin qui donne de la saveur à la vie, qui peut améliorer la valeur de notre vie, de nos expériences. C'est toujours quelque chose de très particulier. Comme je l'ai dit au départ, il faut peut-être laisser tomber un peu le mystère, mais renforcer cette magie et associer le vin avec cette idée forte qui puisse porter cette catégorie plus haut. Il ne faut plus parler d'un excès d'offres, il faut transformer et faire grandir le marché. Et je vous remercie pour votre attention. David Bamford de la Wine Society of India. Sojourn, si je peux étudier un peu avec vous les concepts de vin et de santé. Je sais que c'est du terrain un peu dangereux. Bon, c'est la question de modération, mais dans mon expérience, il y a beaucoup d'ouverture, vraiment, de possibilités pour que le vin se différencie par ce message du fait que c'est un choix plus sain par rapport au spiritueux ou à la bière. Personnellement, je pense que c'est très dangereux. Je pense que comme stratégie, si c'était moi qui étais responsable du marketing de l'industrie du vin, je garderais ça pour le niveau relations publiques. Je ne l'établirais pas comme idée forte. Bon, cette idée forte dont j'ai parlé dans ma présentation, l'idée que le vin nous donne du saveur dans la vie, je pense qu'il y a une raison. C'est comment là, on parle plus de magie. Là, ça fait pratique. Et pour moi, les produits deviennent plus renommés, sont mieux valorisés parce qu'ils offrent quelque chose de particulier. Plus on en fait quelque chose de pratique, de banal, plus on réduit la valeur du produit et on réduit le prix que les gens vont être prêts à payer. Jean-Michel Valette de Californie. Alors, vous avez fait quoi pour votre étiquette, pour votre vin? Bon, je suis pas conforme à la législation. J'ai marqué le cépage, j'ai parlé du fait que c'est cueilli à la main. J'ai fait comme j'aurais fait pour une étiquette pour du chocolat. Je voulais dire aux gens ce qu'il y avait dans la bouteille, même si c'était contraire aux règles de l'AOC. Alors j'ai dû jouer le jeu de mettre une étiquette réelle devant et une étiquette officielle derrière. Mais vraiment, on étudie, on a une politique de biodynamie
on essaye, ce qui est essentiel, c'est de se différencier. Et c'est quelque chose que nous, on va poursuivre. Bonjour, John. Je viens de la Lettonie. Vous avez parlé de la façon, du fait qu'il est important, et notamment pour le vin, de ne pas se faire coincer au milieu du marché. Ici, en France, que pensez-vous des appellations? Quelles sont les appellations, justement, ou quels sont les pays, peut-être, qui sont coincés là au milieu? Ce que j'essaie de vous montrer, je parle de thèmes génériques, de choses qui se passent sur les marchés. Bien évidemment, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont au milieu, et ce sont peut-être, je dirais, des produits qui n'ont pas un avenir énorme, et on investit toujours dans l'avenir. La France doit réfléchir très sérieusement à ce qu'elle veut faire, où elle se positionne sur le marché. Et ça, je dirais qu'il faut, s'il vous plaît, regardez ça du point de vue du consommateur. À chaque fois que en France, j'entends parler du vin, on en parle du point de vue du producteur. Et ça, c'est fondamentalement erroné. Il faut inspirer le consommateur. Je pense, quand les gens comprennent un produit, ils sont prêts à payer davantage pour l'avoir. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer plus pour une Audi que pour une Volkswagen quand ça sort quasiment de la même usine, de la même société? C'est parce qu'ils perçoivent l'Audi comme étant meilleure que la Volkswagen. C'est la réalité de la marque. C'est ça que peut faire une marque. Et je pense que le marché français doit voir où il veut aller. Qu'est-ce que c'est que recherchent les consommateurs? Et je pense que s'ils le font, ils vont commencer à comprendre où il faut aller. Une question rapide. Quel serait votre conseil pour une question simple, sans être simpliste? Je pense que dans ma vie, j'essaye toujours de réduire des messages compliqués pour en faire des pensées simples. Les gens me disent que c'est pas bien, mais en fait, c'est ça qui est la force motrice de l'histoire. La Révolution française avec la liberté, la fraternité et l'égalité, c'est 3 mots. Mais bon, ensuite, on a besoin de 48 mots pour vendre de l'aliment pour chat. Alors, la plus grande révolution, il a suffi de 3 mots. Il faut toujours voir comment on peut vraiment capter le sens fondamentalement dans un minimum de mots, et on me paye beaucoup d'argent pour le faire. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça en quelques instants. Josh Green de New York. Bon. Vous avez beaucoup parlé du fait que le marché est fragmenté. Et bon, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. On en a parlé au cours de ce symposium. Des producteurs grands, des petits producteurs qui ont des objectifs différents par rapport au marché, par rapport aux marques. Et nous, on voit aux États-Unis qu'il y a beaucoup de régions françaises qui essayent vraiment de s'établir comme des marques et qui ont plus de succès que d'autres. Puisqu'on n'a pas sur le marché du vin vraiment de produits, de sociétés qui s'imposent comme leaders, qui puissent imposer une stratégie par rapport aux autres. Est-ce que vous voyez des modèles dans d'autres industries pour que les gens puissent se réunir et mettre au point une stratégie pour beaucoup de producteurs fragmentés? Il y a beaucoup d'exemples au Royaume-Uni sur le marché du lait. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce genre de marchés fragmentés qui se réunissent ensemble pour se promouvoir. Le lait au Royaume-Uni, ça a été un succès énorme avec des campagnes très, très célèbres.
d'autres organismes se réunissent pour se promouvoir, je pense que l'industrie du vin pense que parce que les fragmenté, elle ne peut rien faire. Non, il y a beaucoup d'autres industries qui sont fragmentées, mais qui arrivent à faire quelque chose. Et je pense que c'est comme si on s'avoue vaincu avant d'avoir même essayé. À mon avis, c'est aux Européens vraiment de relever le défi. On consomme plus de vin que les autres. On est les leader, on est le marque leader et c'est à nous d'imposer la loi sur le marché. Mais il y a beaucoup d'exemples dans d'autres industries. Stephen Scales, vous avez fait allusion à deux industries. Alors, mais avec le lait en Angleterre, par exemple, c'est que c'était obligatoire, c'était un organisme d'État. Mais c'est avec le vin, c'est qui va financer des campagnes longues et importantes? Bon, on contribue déjà à travers les AOC, des sommes qui sont gaspillées. Si je prends l'exemple, l'autre jour, je rappelais à quelqu'un qui il y a 2 ans, la région Bourgogne menait une campagne au Royaume-Uni dans tous les magazines. Il disait aux gens que le Chardonnay vient de Bourgogne, que le Pinot Noir vient de Bourgogne, à un moment où on n'avait pas le droit de marquer ces informations de cépage sur les étiquettes. C'est ce genre de folie. Ils ont dépensé des sommes énormes, des sommes qui viennent des producteurs. Pourquoi pas prendre les sommes, s'installer, choisir un message simple qui va vendre le vin? On commence avec les relations publiques. Ça n'a pas besoin d'être une campagne très très chère, mais on commence avec une voix, un message, et les gens commencent à comprendre. Toute la promotion de la catégorie du produit est rassemblée autour d'une seule pensée et les gens commencent à comprendre. Bon, là, je vous ai donné des exemples de marques qui ont su faire des choses, mais il n'y a aucune raison avec les entités, les organismes, les autorités qui sont en place, qui prennent l'argent, il n'y a pas de raison que ces entités ne puissent pas promouvoir le vin. Juste imaginez, individuellement, on ne pouvait pas se payer ces services pendant 1h30. Alors là, vous avez l'avantage d'être membre, d'être Master of Wine.